Alors, je pars seulement quelques semaines et la planète rock se réveille soudainement en plein mois d'août ? Aujourd'hui, pour la rentrée, j'ai décidé de ne pas y aller avec le dos de la cuillère et de mettre les pieds dans le plat. Cette vidéo risque de ne pas être la plus appréciée ni la plus populaire de ma chaîne, loin de là. Pour rappel, le 27 août dernier, le groupe Oasis, composé des frères Liam et Noel Gallagher, a annoncé sa reformation. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans le monde du rock et même plus que ça, de la culture. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la relation entre ces deux frères superstars est l'un des sujets préférés des tabloïds et mélomanes depuis plusieurs décennies maintenant. Et oui, si l'expression amouraine devait être attribuée à des êtres humains, les frères Gallagher en seraient les bénéficiaires. Et si je vous dis que je ne vais pas me faire que des amis, ce n'est pas à cause de mon avis, mais tout simplement parce que les frères Gallagher font partie de ces visages on ne peut plus clivants. On les adule ou on les déteste, et ce, dans tous les domaines. Certains les considèrent comme des fraudes musicales et d'autres les rangent au rang de génies. Certains les voient comme des jeunes prolétaires britanniques devenus millionnaires, et donc ayant perdu leur humilité et humanité, et d'autres voient en eux une continuité sincère, des lurons indomptables qui n'ont pas changé. Alors pour y voir plus clair, nous allons nous plonger dans les années 90 et dans l'intimité d'Oasis, l'un des groupes les plus explosifs, mystérieux et clivants de l'histoire du rock. Ensuite, nous essayerons d'analyser ces deux humains. D'où viennent ces comportements ? Comment est née cette guerre fraternelle ? Et bon Dieu, comment et pourquoi peuvent-ils se reformer après tout ce qui s'est passé ? Est-ce une leçon d'humilité que nous devrions appliquer à nous-mêmes et à nos relations familiales qui sont toujours imparfaites ? Ou est-ce seulement, comme certains le disent, une histoire de gros sous ? Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire et à manger, et surtout, restez jusqu'au bout, car c'est un sacré sujet. Allez, je vous invite à plonger avec moi dans l'intimité des frères Gallagher et d'Oasis. À l'aube des années 90, l'Angleterre est au cœur d'une immense explosion de créativité musicale. C'est une période marquante de transition entre le déclin de certains genres et l'avènement de nouveaux. Pour moi, c'est un peu la frontière, ou du moins le no man's land, entre l'ancien monde, des 50s jusqu'aux 80s, et le monde moderne, des 80s jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, politiquement, c'est aussi une ère bien sombre. Les travailleurs n'en peuvent plus de la politique de la dame de fer, et les jeunes, j'en parle même pas. Socialement, on est en plein dans le culte de la bureaucratie, de la réussite et du matérialisme. Alors, qu'outre-Atlantique, des jeunes Kurt Cobain et autres Chris Cornell commencent à faire leur boucan, représentant cette jeunesse complètement délaissée et déconnectée par ses strass et paillettes qui cachent sous le tapis de vrais problèmes sociopolitiques. Bref, forcément, ces périodes sombres sont souvent à l'origine de l'enrichissement du paysage artistique. Avec la popularisation et l'utilisation de plus en plus marquée de la musique électronique dans les genres, on entend en Angleterre une fournée de nouvelles sonorités. De la house, du shoegazing, de l'acid, de la techno. On expérimente avec les claviers, on remixe des classiques, on mélange tout ça avec du funk, du punk, en bref, la culture rave, qui soupirait déjà dans les clubs underground, fait son apparition aux yeux de tous avec ses drogues phares comme l'ecstasy et son bastion créé par Factory Records, l'Hacienda. À l'Hacienda, c'était la fête et l'hédonisme pour tous. Et sur la scène, aux côtés de ces nouvelles sonorités très modernes, on trouve aussi un rock indé très british, avec des noms importants tels que Happy Mondays, The Stone Roses et In Spiral Carpets.
C'est dans ce dernier groupe que l'on retrouve parmi les roadies un certain Noel Gallagher, qui ne s'occupait alors que de ranger le matériel et changer les cordes des guitares. Mais ce mouvement, que l'on nomme Madchester, ne va pas durer, par saturation surtout. En effet, on l'a vu sur la chaîne, les mouvements les plus extrêmes, si j'ose dire, durent en général peu, car trop de niches ou trop intenses. En fait, ils répondent à une attente précise d'une génération dans un espace-temps, mais ils ne sont pas assez lisses ni éclectiques pour plaire à beaucoup de gens, et ce, dans la durée. Avec les problèmes internes des groupes phares de Madchester et les problèmes de violence et de drogue qui mènent lentement à la fermeture de l'Hacienda, la rave géante touche à sa fin au milieu des années 90. C'est alors pendant cette période qu'un genre bien plus stable et important faisait ses armes afin de sortir de l'eau en pleine puissance et d'ouvrir une nouvelle ère dans l'histoire de la musique anglaise. La Britpop, ce retour aux 60s et 70s dans l'apparence comme dans la musique, mais avec des thèmes plus sombres dans les paroles, des styles plus modernes et un retour de Londres comme capitale du rock. Nous sommes alors en 1993 et on parle de Tom Weller, Suede, Blur et Oasis. Ce dernier s'est formé 2 ans avant, remplaçant The Rain, avec à son bord Paul Bonehead Harters, Paul Giggsy McGuigan, Tony McCarroll et Liam Gallagher. Liam, c'est le cliché du gamin mancunien, issu de la British working class, qui passe son temps à sécher les cours et à se battre. Ses trucs, le foot, les conneries, les pintes, mais surtout pas les arts, c'est trop ringard. Dans le foyer, sans grande surprise, c'est la violence et la misère qui règnent. Un père violent, une mère qui essaye de sauver la face, un grand frère qui a sa propre chambre alors que lui, petit dernier, doit partager la sienne avec son frère Noël. Noël, lui, selon Liam, était le weirdo de la famille. Bègue à cause des violences subies par son père, il se renferme sur lui-même et commence à écrire des chansons, à gratter la guitare offerte par sa mère. Il dira plus tard que son père lui a fourré le talent dans le crâne avec ses poings. Malgré tout, il reste quand même connu lui aussi pour être une tête brûlée. Véritable hooligan, les bastons et les larcins font partie de sa vie. Mais sa passion pour la musique va finir par lui ouvrir des portes. En 1988, les frères Gallagher vont vivre un moment qui va changer leur vie. Pour une fois, ils seront d'accord. Ils assistent à un concert des Stone Roses. Vous vous en souvenez ? Ce groupe mythique de la période Manchester. Liam, qui a pris un coup de marteau sur la tête qui lui aurait miraculeusement donné une sensibilité à la musique, est complètement bouche bée. Noël, lui, parle avec les Inspiral Carpets et devient leur roadie, comme on l'a vu. Mais alors qu'il revient d'une tournée américaine avec eux, il découvre avec stupéfaction que son frère Liam a rejoint un groupe, The Rain, renommé Oasis par ce dernier. Et oui, après ce coup de marteau, Liam n'avait qu'un objectif, rejoindre un groupe et briller avec sa voix rauque. But all the times I sat in our bedroom with an acoustic guitar and you used to tell me to shut up, now you've decided you want to be a fucking singer. Noël, lui, il a des chansons en stock, et il ne rêve que d'une chose, les faire jouer. Alors naturellement, il rejoint le groupe de son frère et partage ses compos. Et là, tout s'enchaîne. Oasis se produit à la King's Tut's Wawa Hut à Glasgow, en esquivant de très près une baston avec le promoteur qui ne les avait pas programmés, et se fait repérer par Alan McGee, fondateur de Creation Records. Il signe alors un contrat. Classique. Le single Live Forever va annoncer la tempête.
L'album Definitely Maybe sort en août 1994 et va tout péter. Record de vente en un temps record, numéro 1 en Angleterre, 8 millions de copies, plusieurs disques de platine, et l'or j'en parle même pas. En fait, c'est même difficile à compter. Surtout que cet album et les autres albums d'Oasis sont aujourd'hui revenus dans les premières places des charts, forcément. Le son est brut, sincère. Rien qu'avec cette écoute, on sait tout de ces deux lurons, de leur histoire, de leur souffrance qui a inspiré cette création cathartique complètement folle. Vous le comprenez avec le son et la date, c'est une réponse au grunge américain, bien que cette comparaison ait tendance à agacer les frères. Mais c'est l'époque et la demande d'une jeunesse déprimée par son environnement, comme on l'a vu précédemment, ainsi que dans ma vieille vidéo sur le grunge. Les frères Gallagher, ces deux jeunes banlieusards tête brûlée, petits truands indomptables, hooligans et fans d'alcool et de drogue en tout genre, sont désormais à la tête du groupe le plus populaire du pays, tout en ayant une reconnaissance internationale. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bah tout en fait. En effet, vous vous en doutez, on rentre dans la longue période de confrontation entre les deux frères, entre les frères et les autres membres du groupe, entre les frères et les autres groupes, entre les frères et les tourneurs, entre les frères et la drogue, bref, sexe, drugs, violence and rock'n'roll. Voici un petit récap de la carrière émotionnelle des deux frères. Je passe volontairement sur les prochaines sorties d'albums et de singles, car je pense que vous les connaissez et ce n'est pas le but de ma chaîne. Il faut retenir un succès retentissant avec des hits qui résonnent encore aujourd'hui. Mais ici, on veut avancer vers notre époque. Déjà, il faut comprendre que la relation entre les deux frères a toujours été semblable à celle de Malcolm et de Reese. Je pense que vous comprenez très bien l'idée. Chien et chat, intello et cancre, introverti et extraverti, tout en se battant constamment, en étant des vraies têtes brûlées, mais en ayant, profondément, un vrai amour l'un pour l'autre. Mais dans ce cas-là, vraiment très profondément. En 94 donc, lors de la tournée américaine du premier album, les frères Gallagher expérimentent la méthamphétamine. Cette drogue, qui selon eux a été prise par erreur, confondue avec de la cocaïne, les a complètement shootés. Ils ne savent plus ce qu'ils jouent et l'ambiance devient de plus en plus tendue. Liam finit par frapper Noel à la tête avec un tambourin. Ce dernier s'agace, quitte le groupe momentanément, mais revient sous ses conditions. Il sait que le groupe a besoin de lui pour écrire. Il devient alors le leader avec qui il faut bien se comporter. D'ailleurs, cette citation en dit long sur cette fracture qui s'opère au sein du groupe. I left a little bit of me on that stage that night. After that night, it was more me and them as opposed to us. En 95, une interview lunaire voit le jour, qui se termine en immense dispute entre les deux frères, autour d'un intervieweur complètement désarmé. Il est question ici d'un débat sur un incident qui a eu lieu plus tôt sur un ferry. Le groupe aurait déclenché une bagarre générale qui est vachement bien décrite dans le documentaire Supersonic sorti en 2016. Liam adorait toujours autant le chaos, et ce moment l'avait bien fait kiffer, représentant pour lui l'essence de la vie de rockstar. You can see him running through the windows along the deck. He's having a great time. He looks like he's in a school playground chasing leaves. The next time I see him, he's still running, but he's got policemen running after him. Ce qui n'est pas le cas de Noel du tout, qui lui, l'a vécu comme une honte. Cet incident leur ayant fermé quelques portes professionnelles. These lot think it's rock and roll to get thrown off a ferry. No, don't. To get shut up. These lot think it's rock and roll to get thrown. Shut the fuck up, man. These lot think it's rock and roll to get thrown off a ferry, right? To come into hotel fires, to get everybody at it, and they go, shut up. They start thinking, hey, it's rock and roll. No, don't. Do you know what my manager said to him? He said, nah, rock and roll is going to Amsterdam, doing your gig,
playing your music, coming back and saying we blew them away. Now listen, right? And I'm not saying, right? I'm not saying I'm proud of what happened, right? Or what we sing. That is what happened. That is what occurred on that night. I'm sick of all these fucking bands who ain't got. You don't get in situations and that no more. The last band that got in proper it was the Pistols and that. You know, like they'd go out and like something had happened. And that's all it is. That's the way we are, or the way I am. I always go out and I meet some freaky fucker or whatever. Bullshit. It's not bullshit. Bullshit. This band is about the fucking music. Exactly. Right? It's not about getting thrown off fucking ferries or about. I've not said that. Yeah, well, why don't you go downstairs and smash the bar up and say you're the singer of Oasis? Because I don't know what if I did. If I was going to go down and smash the bar up, I'd do it and there's nothing. So why don't you go and make a scene? Because I'm not in that. En 96, juste avant de monter sur scène pour jouer leur MTV Unplugged, Liam décide qu'il va aller se foutre sur le balcon pour boire et fumer des clopes tout en insultant son frère. Noël assurera alors seule la prestation, ce qui rebondira contre Liam, car cette dernière est l'un des enregistrements live les plus appréciés des fans. Car bien que Noël ne fasse qu'écrire les chansons et n'ait pas l'habitude de les chanter, il les interprète brillamment, et ce, sans préparation. Sauf que même si les absences de plus en plus fréquentes de Liam sont justifiées par des problèmes de larynx, Noël prend goût à ce nouveau poste, ce qui crée encore plus de tension et de jalousie. En 2000, alors qu'un concert à Barcelone s'annule à cause d'une blessure du batteur, le groupe se retrouve à se murger dans un bar. Liam, un peu trop ivre, décide de chercher Noël en questionnant la légitimité de sa fille avec son ex-femme. En un instant, une baston éclate entre les deux frères. Ce sujet restera tabou pendant 5 ans, jusqu'à ce que Liam s'excuse enfin. Bien qu'on ait l'impression que Liam soit le grand méchant de la paire, en 2005, Noël affirme en interview qu'il travaille constamment la psychologie de son petit frère pour le manipuler et le terrifier, afin qu'il suive les ordres sans broncher. Cela rappelle d'ailleurs un épisode de Malcolm, je sais pas si ça vous parle. En fait, tout rappelle un épisode de Malcolm. Bref, on en est au point où la coke, les drogues, l'alcool et les disputes sont leur quotidien. Noël voyage en parallèle du groupe et leur mère, Peggy, essaye tant bien que mal de raisonner ses deux enfants qu'elle voit se déchirer lentement. Mais c'est bien en 2009 que tout va changer. Alors qu'ils s'apprêtent à monter sur scène à Paris pour le festival Rock en scène, une énième dispute éclate. Noël se réfugie dans une voiture à côté des barrières du festival et décide de publier un communiqué annonçant son départ du groupe. Alors qu'il repasse par les coulisses, les deux frères s'arrachent, et Liam éclate l'une des guitares de Noël au sol, et c'est donc la fin officielle d'Oasis. À l'instant sur le site de Rock en scène, Liam et Noël se sont battus. Il n'existe plus. Il ne jouera pas ce soir et annule le reste de la tournée européenne. Et après ça, les balles ne vont jamais s'arrêter de siffler. Liam vient récupérer un Brit Award seul, remerciera tout le monde sauf son frère. Il déclare aussi qu'il préfère manger ses propres excréments que de se réunir avec son frère. Il l'insulte sur Twitter à la moindre occasion. Mais en 2018, il s'excuse pour tout et lui demande de reformer le groupe. Pas de réponse. Noël finit par dire en interview qu'il le ferait pour 100 millions. En 2022, Liam insulte son frère car ce dernier l'interdit de jouer des chansons d'Oasis. En février 2024, Liam indique qu'il n'ira pas à la cérémonie du Rock'n'Roll Hall of Fame si Oasis est nommé, car son frère, lui, se fera un plaisir d'aller traîner avec des célébrités. Et là, en août, après quelques semaines de rumeurs et de teasers, Oasis se reforme. Je cite, « Les flingues se sont tus. Les étoiles se sont alignées. La grande attente est terminée. Venez voir, ce ne sera pas télévisé. » Alors là, j'en sais rien. Pour comprendre cette reformation, il faut revenir à l'identité de ces deux personnages. Et ce n'est pas quelque chose de simple. En effet, quand on part de l'enfance des frères Gallagher jusqu'à aujourd'hui, on se rend bien compte que la question est super complexe. Grandir dans la pauvreté à Manchester dans les années 80-90, c'est vraiment
vraiment difficile. On l'a vu, un père alcoolique et violent, une mère désespérée qui essaye tant bien que mal de garder le brin d'humanité chez ses enfants pour qu'ils ne finissent pas en prison ou en overdose, mais ce qui est le plus frappant, ce sont les différences fondamentales qui définissent les frères. Vous l'avez vu dans cette vidéo, on a souvent l'impression que les problèmes du groupe sont liés aux abus et à la sauvagerie de Liam, qui ne font que pousser Noel à bout. Mais est-ce si vrai ? Noel est un artiste sensible. Depuis petit, il écrit des morceaux. De bons morceaux. Et il est même super productif. Il a toujours eu une vision précise de comment devaient être jouées ses chansons, afin de transmettre la meilleure émotion possible. Et ceci, on le voit avec beaucoup d'autres groupes. Souvent, si ce n'est tout le temps, il faut un boss. Pas forcément tyrannique, mais qui insuffle à ses collègues cette vision, une sorte de chef d'orchestre, un peu comme Alex Turner chez les Arctiques, dont on a déjà parlé. Donc, même si ce n'est pas un ange et qu'il a bien abusé sur les plaisirs, il reste quand même celui qui donne le là, afin que son groupe puisse perdurer et performer sous son aile. Mais Liam Gallagher est un chien fou. Je ne dis pas ça négativement. En fait, ce n'est même pas moi qui le dis, car c'est aussi ce qui fait son génie. C'est un rocker dans tout ce qu'on peut imaginer. Après avoir galéré à trouver sa sensibilité artistique, car il n'était avant ça qu'un petit truand grand fermé qui n'hésitait pas à frapper, à crier, à zoner pour chercher un peu d'attention, il s'est avéré être un amoureux complet de la musique, et surtout un grand sensible. Mais le naturel reste. Alcool, drogue, sexe, inattention. Il a été sanguin, jaloux, imprédictible, ce qui a mené son frère à partir, à revenir, à menacer. Alors comme ça, on se dit que tout est de la faute de Liam. Mais en fait, quand on y pense, lui n'est jamais parti. Même s'il peut paraître incontrôlable, même s'il a gâché quelques concerts à cause de ses gueules de bois, de ses abus, il n'est jamais parti. Il faut garder en tête qu'il reste le petit frère et que même s'il s'engueule avec son aîné, il le suit tout de même dans les faits. Même quand il se tapait dessus la veille, Liam venait au concert le lendemain, quand Noel, trop épuisé par cela, décidait de tourner les talons. Alors, je me reprends un petit peu pendant le montage de cette vidéo parce que j'ai l'impression de prendre un petit peu parti. Noel n'est pas blanc non plus. En fait, lui aussi il a ce goût pour la provoque, mais c'est différent, c'est une sorte de provoque commerciale dans le but de faire parler du groupe. As soon as people realise that the majority of the people in this country take drugs, then, I mean, the better off we'll all be. Everybody does it. You do it, 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 and you do it. He doesn't do it, because he's a Buddhist. You know, it's like getting up and having a cup of tea in the morning. He was immediately condemned by politicians, with one minister calling him a spoilt brat. We don't really care what they write about us in the press, as long as we're on the cover. That's me if I'm happy. Listen, I've got £87 million in the bank. I've got a Rolls Royce. I've got 3 stalkers. I'm about to go on the board at Manchester City. I'm part of the greatest band in the world. Am I happy with that? No, I'm not! I want more! Le truc, c'est que chez Noel, cette binarité entre artiste discipliné, autoritaire et rigoureux, et personnage public mégalo, misanthrope et égoïste, peut être difficile à vivre au sein d'un groupe, quand l'un veut provoquer, l'autre veut bosser, etc., etc. Donc je me dis que Liam et Noel ont une façon de conceptualiser leur métier totalement différente. Bon, là je spécule, mais en tout cas voilà, je tenais à rajouter que Noel n'est pas non plus l'exemple du musicien parfait et talentueux, tout doux, comme j'ai l'impression de le décrire pendant que je monte la vidéo. Lui aussi a son côté provocateur, et lui aussi a ses vices, et il a sa part dans la destruction du groupe. Mais en tant que grand, ne doit-il pas accompagner son petit frère, lui apprendre cet amour fraternel qui finira par les unir ? Je pense qu'on ne peut pas penser comme ça non plus. Déjà parce que, vous le savez tous, les relations familiales sont plus que complexes. Parfois, on a l'impression d'avoir tout essayé. C'est le cas pour nous, alors imaginez pour eux. On ne vit pas, nous, la vie de rockstar. Vous bougez constamment, vous buvez, vous vous droguez, vous n'avez pas une minute à vous, même si vous n'avez pas d'horaire. Je serais curieux de voir combien d'entre nous survivraient à cette vie sans cadre, sans obligation, qui oblige malgré tout l'individu à être d'une discipline presque militaire, afin de rendre sa carrière pérenne, dans un univers où la tentation et la chute sont tout le temps présentes. Alors pour finir, on peut se demander qui mérite le plus dans le groupe. Noel, évidemment, c'est lui qui écrit toutes les chansons, il fait de la guitare, c'est lui la tête pensante qui influence son groupe pour qu'il fonctionne. Ouais. Mais est-ce qu'Oasis aurait vraiment percé si Liam n'était pas aussi cool ? Sans rire, ce mec a travaillé toute sa vie son image pour paraître le plus cool possible, et on peut dire que ça a marché. La parka, les lunettes, les cheveux longs, les expressions, on retrouve chez les fans une admiration pour l'attitude et le personnage.
Et vous le savez si vous suivez cette chaîne, c'est super important. Et d'ailleurs, pas seulement si vous suivez cette chaîne, mais tous les artistes que vous adorez, vous les aimez forcément pour leur musique, mais il y en a certains, vous adorez leurs personnages, vous vous en inspirez dans la vie de tous les jours. Liam a eu cet effet-là sur les fans d'Oasis, et même sur le monde du rock. Tout le monde l'imite, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ses mimiques, sa façon de parler, et sa façon de s'habiller. Avec les tubes d'Oasis qu'on connaît tous aujourd'hui, je pense qu'on a eu tendance à oublier l'influence de Liam sur le succès d'Oasis. Alors, pour en revenir à la reformation, je ne sais pas trop quoi vous dire. Déjà parce que on ne peut se référer à ce qu'ils disent. Ils se sont toujours amusés des journalistes, en avouant une chose, puis son contraire. En plus, leur second degré, leur sarcasme et leur ironie à l'anglaise rendent avec le recul leur prise de parole peu utile. Du genre, on les a entendus dire, même récemment, qu'ils ne travailleraient plus jamais de la vie ensemble, même pour des milliards. On les a aussi entendus se dire chaud à l'idée de se reformer, pour faire plaisir au public. Même si pour le coup, Liam a toujours été celui qui a regretté que le groupe s'arrête. Il l'a souvent dit, si ça avait été possible, il aurait continué toute sa vie, car il adorait Oasis. Ce qu'on sait, c'est que la tournée prévue pourrait générer plus d'un demi-milliard d'euros. Donc 60 millions chacun en termes de bénéfices purs pour les frères. On sait aussi que Noël est en procédure de divorce. Il y a aussi des rumeurs quant au fait que d'autres continents pourraient être visités, et que l'histoire pourrait durer jusqu'au moins 2026. De plus, vous l'avez vu et on le reverra l'année prochaine, ce genre d'annonce, ce genre d'événement, génère énormément de mouvements. Ce qui est incalculable. Tout le monde en parle, même ceux qui ne connaissent pas. C'est du storytelling à échelle mondiale. Les gens écoutent, découvrent, redécouvrent, s'intéressent, produisent du contenu, comme moi. Donc l'argent est, de facto, un argument. C'était aussi maintenant ou jamais. Les deux frères vieillissent, ils ont leur famille et leur patrimoine. Ce coup, il fallait le faire un jour. C'est tout simplement un coup logique, une dernière balle nichée dans le barillet. Un encaissement logique. C'est l'une des histoires les plus connues du rock, ça fait 15 ans que tout le monde se demande si un jour ils vont se reformer. Alors forcément, il fallait qu'ils le fassent. Après, se pose la question de la moralité de chacun. Est-ce que pour tant, tu ferais ça? On s'en amuse d'ailleurs dans nos groupes de potes. Pour combien tu fais ça? Pour combien tu fais ça? Bon, je pense que quand tu peux vraiment, tu te poses des vraies questions. Après, on a entendu que les deux frères s'étaient réconciliés avec le temps, surtout pour leur mère, qui vieillit. Mais ça, on ne le saura jamais vraiment, à moins que l'histoire se répète. Car, même si tout cela n'était fait que pour l'argent, on ne le verrait pas. Ils ont les moyens de voyager luxueusement séparément, et en fait, ils peuvent tout à fait ne pas se voir du tout, à part sur scène. Je pense qu'il faut attendre la tournée et voir leur comportement, leur complicité, leur sincérité. Ou pas. Bref, avec de tels enjeux, vous comprenez que c'est difficile de trouver les vraies raisons de leur reformation. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'ils se sont dit qu'il fallait le faire car c'est une cartouche logique qu'il leur restait. Mais en même temps, si ça marche, il est possible que ça remplisse de bonheur le cœur de leur mère, encore debout à 81 ans, qui supplie depuis 15 ans ses deux enfants de se réconcilier afin qu'elle ne décède pas sans les avoir vus jouer une dernière fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère du fond du cœur qu'elle vous a plu. Pour moi, c'est la rentrée, j'ai un petit peu plus de temps pour faire des vidéos, donc j'ai plusieurs projets en cours qui vont essayer de sortir. Je préfère pas vous donner de rythme, mais je pense qu'on va rester sur une vidéo par mois, ou une vidéo tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Par contre, j'essaye de sortir pas mal de shorts avec des petites anecdotes, et je travaille sur des projets courts que je peux sortir. Je sors aussi des archives sur Instagram avec des photos d'époque qui sont cool, j'essaye de les remasteriser pour qu'elles soient jolies. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça si ça vous intéresse. Et merci encore d'être là, à chaque rendez-vous. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est YouTube, ça marche pas. En vrai, je m'en fous un peu parce que je vous vois, les mêmes qui sont là, toujours, et qui donnent de la force. Et c'est ce qui fait que je continue, même si c'est pas facile. Mais merci du fond du cœur d'être là. Sur ce, je vous dis à la prochaine, sur l'intimité du rock.